Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Donc on parlait de l'interprétation de Copenhague et des difficultés avec cette interprétation, en particulier du conflit entre réduction et relativité. Alors, bien entendu, ça ne signifie pas que des problèmes doivent nécessairement se poser. L'étude attentive des phénomènes non locaux de la mécanique quantique, tels que l'intrication quantique et le paradoxe EPR, ont montré que ces phénomènes ne pouvaient pas être utilisés pour envoyer des signaux à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Mais s'il existe une liberté quelque peu arbitraire dans le processus de réduction, et que si, euh, bien que toujours non local, aucun transfert non local d'informations ne puisse être mis en évidence expérimentalement, alors cela jette un doute sur l'existence ou la nécessité même du processus de réduction. Donner une propriété non mesurable, un transfert d'une information non locale, à un processus est d'ailleurs en contradiction avec la philosophie positiviste. Il se peut que cette réduction soit un simple artefact de l'interprétation, que le positivisme adopte la réduction qui s'avère en définitive si peu positiviste, même en tant que simple mise à jour des connaissances, c'est pratiquement un aveu d'échec. Un statut très particulier est également donné au processus de mesure, mais celui-ci n'est pas clairement défini. Qu'est-ce qu'une mesure? Qu'est-ce qu'un appareil de mesure? De toute évidence, une simple interaction ne peut suffire à définir un processus de mesure, puisque deux particules en interaction se retrouvent dans un état de superposition quantique, comme dans le schéma de von Neumann, et qui est expérimentalement vérifiable. C'est pour cette raison que l'interprétation fait référence à des appareils de mesure macroscopiques, obéissant aux lois de la physique classique. Mais dans ce cas, le problème a seulement été repoussé. Affirmer une différence fondamentale entre les lois de la physique classique et quantique est assez insatisfaisant et même contraire au principe de correspondance. Et il reste le problème de définir la limite entre le microscopique et le macroscopique, entre une simple interaction décrite par le formalisme quantique sans réduction et une mesure avec réduction. L'évidence expérimentale montre que cette limite, si elle existe, est tout sauf nette. Le passage des comportements quantiques au comportement classique est progressif en fonction de la taille et de la complexité des systèmes. Par exemple, des expériences ont montré que le fer se comporte progressivement comme un métal seulement à partir d'une certaine quantité d'atomes. Un seul atome n'a pas le comportement d'un métal, il a un comportement d'atome de fer, et des collections de milliards d'atomes de fer ont un comportement métallique, et ce n'est que vers une centaine d'atomes progressivement qu'on voit apparaître ces propriétés métalliques, qui sont décrites par exemple par les lois de la physique classique pour le courant électrique traversant un conducteur métallique. À la base de ce problème, il y a une question majeure. Comment déduire les comportements classiques à partir des comportements quantiques? Comment un ensemble d'éléments aux comportements éminemment non classiques peuvent, une fois assemblés en grand nombre, manifester les comportements classiques que nous observons? Dans ce sens, l'interprétation de Copenhague suit même le chemin inverse, puisque au lieu d'essayer d'expliquer comment fonctionne notre monde à partir des lois fondamentales quantiques, elle tente de décrire le monde quantique à l'aide des concepts classiques. Elle considère le monde classique comme préexistant au monde quantique. Et elle dresse donc une barrière à la compréhension des lois classiques
à partir de bases plus fondamentales qui pourraient être utilisées pour décrire ces comportements classiques. Une compréhension qui risque, à la lumière de cette interprétation, de se transformer en simple tautologie. Les lois classiques découlent des lois quantiques parce qu'on les a postulées dès le départ. Alors c'est compréhensible dans une perspective historique. Les physiciens, au départ, ne connaissaient que la physique classique lorsqu'ils ont abordé la mécanique quantique. Donc ils ont tenté d'expliquer la mécanique quantique à partir de ce qu'ils avaient. Mais il faut aussi pouvoir s'affranchir de cette barrière. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.